Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau direct de Scanderia. C'est le supplément à l'Octogone et bien sûr il fallait parler de l'Iran qui était devenu une puissance nucléaire. Et en supplément, maintenant on vous fait un spécial avec l'excellent Charles Danjou, cofondateur de du non moins excellent média Omerta. Sur la contre-offensive russe dans le saillant, c'est pas une poche techniquement, le saillant de Soudja-Koursk. On dit Koursk pour rappeler où c'est, mais rappelons aussi que jamais les Ukrainiens n'ont pu de près ou de loin menacer Koursk. Bon, il y a plus d'un mois, on vous disait avec Caroline Galacteros que c'était dead on arrival cette affaire, et malheureusement, c'est pas vraiment mieux aujourd'hui, mais tout de même avec Charles Danjou, on va avoir un point de vue neutre, même s'il est dans l'oblast de Koursk. Il va pas vous dire, évidemment, que les Ukrainiens sont des branleurs, parce qu'ils se sont quand même remarquablement bien battus, et on va y revenir. Cependant, donc, c'est ça le reportage de guerre, puis surtout, c'est ça de contraster avec les médias mainstream qui, tout de même, là, je reprenais un petit peu ma revue de presse, la BBC écrivait il y a un mois, l'offensive de Koursk va forcer les Russes à négocier. Voilà, mais forcé, hein, c'était vraiment... Là, ils n'auront pas le choix, ça leur fait une clé de bras, et ils vont devoir aller négocier la queue entre les jambes. C'est ce qu'écrivait un grand média comme la BBC. Bien sûr, d'autres médias européens lui emboîtaient le pas, vous connaissez la musique. Bon, toute proportion gardée, moi je vous avais toujours dit d'aller voir sur deepstatemap.live, qui est une cartographie pro-ukrainienne, c'est même précisément la cartographie la plus pro-ukrainienne que vous avez plus ou moins en temps réel sur cette guerre. Et même cette cartographie ultra pro-ukrainienne a dû concéder qu'on a dû rester sur une moyenne de 750 km² occupés, tenus ou contestés, on devrait plutôt dire contestés par les Ukrainiens, parce que les zones où ils sont retranchés sont plus faibles. 750 km², je me suis amusé à regarder. Ça vous fait 1/9 de la superficie du Loiret, le 45, où je suis né. C'est pas fameux pour un pays qui fait 17 millions de km² comme la Russie, mais ça, vous l'aviez déjà compris. Quoi qu'il en soit, maintenant, on a quelqu'un sur le terrain, donc le cofondateur de l'excellent média Omerta, où j'ai commis un papier d'ailleurs sur George Soros dernièrement. Précipitez-vous en kiosque pour vous le procurer, il est disponible dans 4000 kiosques en France et vous pouvez vous abonner aussi. Charles Danjou, merci d'être là ce soir. Et merci bravo, Idriss, merci pour l'invitation. Alors dis-nous, comment est le temps à Koursk aujourd'hui dans l'oblast ? Alors, la météo est changeante puisque pendant 2 jours c'était des trompes d'eau, donc j'ai cru que la Rasputitsa avait commencé et puis aujourd'hui il y avait plein soleil, tout a séché, donc le temps, la météo est changeante et puis le temps sur le terrain, enfin le temps de la guerre sur le terrain aussi, puisqu'il y a pas mal de mouvements et d'activités depuis quelques jours en particulier. Et donc, c'est passionnant de pouvoir le suivre depuis le terrain aux côtés des habitants et aux côtés aussi des soldats de certaines unités russes qui témoignent et qu'on observe dans cette période qui n'est pas facile pour les Russes. Alors, rappelle-nous ce que c'est que la Rasputitsa pour notre audience. C'était d'ailleurs la première question que je voulais te poser quand je parlais du temps qu'il faisait. Et tu as parfaitement embrayé là-dessus. C'est impeccable. Mais rappelle-nous un petit peu pourquoi c'est important et ce que c'est exactement. Alors, les étés en Russie, dans cette partie de la Russie, sont très chauds. Hein, il fait 35 voire 40 degrés. Et après, il y a un été indien qui dure en général le mois de septembre, une partie du mois d'octobre, et puis ensuite c'est des trompes d'eau jusqu'à la chute, jusqu'aux chutes de neige en fait qui arrivent début voire mi-novembre. Alors là, on est plus au nord que le Donbass. En général, le Donbass, les températures sont clémentes, mais l'année dernière, elles sont descendues à moins 10, moins 15 degrés. Là, on est un peu plus au nord, on est donc près de Koursk. C'est pas une des régions les plus froides de Russie, évidemment, mais le temps est quand même assez... les saisons sont quand même bien marquées, et donc dans cette région, qui est une région rurale, la ville de Koursk, c'est 350 000 habitants, mais l'arrière-pays, la région de Koursk, c'est en général beaucoup de forêts ou de champs, et donc il y a énormément de... Là où se battent notamment les soldats, c'est des tranchées creusées dans du sable ou dans de la terre assez meuble, et donc dès qu'il se met à pleuvoir, eh bien les conditions de vie pour combattre changent radicalement, et donc ils se retrouvent
sur des images qu'on a vues des centaines de milliers de fois, c'est-à-dire dans des tranchées qui peuvent être carrément inondées d'eau. Et donc ça rend cette guerre assez difficile parce que la météo n'est pas clémente et cette Rasputitsa, elle précède donc les chutes de neige et bien la glace tout simplement. Donc c'est la période qui est la plus redoutée par les soldats parce que physiquement c'est beaucoup plus dur d'évoluer et de vivre dans la boue et la pluie et l'humidité que dans une chaleur un peu extrême ou sous la neige et dans un environnement verglacé. Et donc, en effet, rappelons que la Rasputitsa est tellement dense que les véhicules à roues peuvent pas y évoluer et que ça avait été cité notamment pour les fameuses AMX-10 RC, roues canon, qui étaient très efficaces dans le Sahel pour l'opération Barkhane, mais qui, dès qu'il y avait de la Rasputitsa, ne pouvaient plus faire du hors-piste, quoi. Oui, alors c'est pour ça que les véhicules à roues russes, soviétiques sont dotés de 6 roues. C'est pour pouvoir évoluer sur leur propre terrain en fait. C'est des matériels qui ont été conçus pour la guerre Centre-Europe et donc ils sont plus adaptés. Mais également même les véhicules chenillés parfois s'enlisent. Il faut savoir qu'ici, enfin tout l'ouest de la Russie, c'est quand même une région marécageuse. Donc, à partir du mois de mai, c'est infesté de moustiques, ce qui rend aussi les conditions de vie et de combat très compliquées. Mais c'est tellement marécageux que dans certains endroits, quel que soit le type de véhicule, il peut s'enliser. Donc, les Russes et les Ukrainiens d'ailleurs, parce que c'est à peu près les mêmes armées, les mêmes formations, les mêmes véhicules. Pour une part, sont parfaitement habitués à ce genre de conditions et savent très bien s'y adapter. Mais cependant, nos matériels à nous n'étaient pas forcément aussi adaptés. On pense donc aux AMX-10 RC qui sont quasiment plus employés sur le champ de bataille de toute façon, et aux canons César qui eux ont bien 6 roues. Je viens de vérifier là juste avant. Mais quand on voit la dégaine d'un canon César, on n'a pas envie non plus de l'envoyer dans la Rasputitsa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'ailleurs sur, sans bien sûr trahir de secret, à quel point c'est compliqué pour un journaliste de se rendre en Russie, de se rendre précisément dans l'oblast de Koursk, ou est-ce que c'est moins compliqué qu'on ne le croit? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton périple sans donner trop de détails? C'est compliqué parce que les Russes sont quand même extrêmement prudents, voire réticents à accueillir des journalistes étrangers. Et donc, il faut faire les demandes d'accréditation, les demandes de tournage. Et avant ça, il faut avoir obtenu un accord de principe du chef de l'unité pour pouvoir tourner. Donc, inutile de te dire que pour ce qui est des journalistes occidentaux, et en particulier des journalistes français, c'est encore plus compliqué. Voilà. Bon, ceci étant, moi, je suis arrivé dans le Donbass pour mon premier tournage avec TF1 à l'époque, le 6 février 2022. Et donc, j'ai un certain nombre de tournages, que ce soit avec TF1 en fait de février à juin 2022, et puis ensuite avec Régis Le Saunier, qui est le directeur de la publication, le directeur de la rédaction d'Omerta, et on y va régulièrement tous les 4 mois. On fait un point depuis 2 ans et demi sur le front, d'aller à peu près dans tous les secteurs. Pour prendre le point le plus à l'ouest qu'on ait fait, c'était Kherson, encore sous contrôle russe. On a fait la centrale atomique d'Energodar. On a fait ensuite plus à l'est les villes de Melitopol, Berdyansk, Mariupol, Donetsk, Lugansk, et puis les secteurs plus au nord où il y a eu beaucoup d'activités en fin 2022 et en 2023, c'est-à-dire Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Soledar et Kremina-Svatovo, qui est un peu plus au nord, dans les forêts un peu plus au nord. Et voilà, donc on n'avait pas prévu de faire un tournage à Koursk cet été, mais voilà, l'actualité. Et puis on a trouvé, voilà, les Russes nous font confiance, on respecte aussi les règles du jeu, il faut pas faire n'importe quoi, et donc ce qui nous permet de tourner. Et puis j'ajoute aussi que peut-être un élément essentiel dans ces tournages, c'est que on est prêt à tourner côté russe
qu'on est interdite de tournage côté ukrainien. Moi, j'ai été mis sur la liste noire de Miro Dvorets en août 2022 avec la journaliste de TF1 que j'accompagnais et le cadreur. Alors, donc, techniquement... cette liste noire, parce que c'était mettre une cible dans le dos, c'était une liste qui appelait au meurtre, cette liste noire. C'était pas, on parle bien de la même. Oui, Miro Dvorets, c'est la liste des personnes qui sont recherchées par l'État ukrainien. Alors Miro Dvorets, c'est pas l'État ukrainien, c'est une ONG, enfin c'est tout comme. Et donc sur cette liste, vous avez le pape François, enfin vous avez différentes personnalités, mais aussi beaucoup de journalistes, ce qui fait que si on souhaitait tourner côté ukrainien, eh bien ce serait tout simplement pas possible. Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse tourner côté russe. Et Régis, que tu connais bien, lui, il a commencé en début 2022 par un tournage côté ukrainien, à Odessa notamment. Il est venu pour son premier tournage côté russe en septembre. C'est là où on est allé à Kherson notamment. Et donc les Russes ont accepté que bien qu'ayant travaillé côté ukrainien, eh bien Régis puisse tourner côté russe, puisse travailler avec eux. Mais la réciproque n'est pas possible. Voilà. Donc, et je dois dire aussi que en 2022, une partie de 2023, il y avait un certain nombre de médias français, par exemple, qui couvraient quand même un peu le conflit côté russe. Je pense à LCI, je pense à France 2. Mais là, depuis 6 mois, on les voit plus. En fait, j'ai l'impression que tourner côté russe est devenu impossible en fait, et donc ukrainien. Non plus. Non, côté russe, puisque LCI tournait à la fois beaucoup plus côté ukrainien, mais il y avait quand même de temps en temps un reportage qui était fait en Russie. Par exemple, je crois qu'il y a 1 an et demi, il y a un correspondant qui avait fait un reportage juste pas très loin d'ici, à la frontière, avec une unité de garde frontière qui appartenait au régiment Armat de Kadyrov. Bon, il n'y avait pas grand-chose, c'était un peu de la mise en scène, mais ils venaient quand même. Là, depuis au moins 1 an, il n'y a plus rien, ils font plus rien. Je pense que consigne a été donnée de plus faire de tournage côté russe. Mais c'est vrai que j'ai vu, je vous recommande d'ailleurs dans l'audience l'excellent documentaire de Régis Le Sommier sur Energodar, qui est vraiment très, très bien exécuté. Et j'ai pu voir dans ses interviews, et pour des personnes qui l'ont côtoyé aussi en situation de reportage de guerre, que en fait Régis Le Sommier, c'est une masterclass de journalisme à chaque fois. C'est-à-dire que contrairement à ce que les terroristes intellectuels ont pu écrire de ci, de là, il n'est absolument pas favorable au discours russe en particulier. Il remet tout en question de base, il croise ses informations. Dès qu'il se rend compte qu'une source est douteuse, il la prend avec un kilomètre de pincettes. Et ça, c'est le vrai journalisme, quoi. Malheureusement, nous, on a en face BFM TV qui se fait féliciter par une armée belligérante de sa couverture, et ça choque personne. Bon, jamais j'ai vu de près ou de loin les Russes féliciter Régis Le Sommier de sa couverture c'est ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même remettre les points sur les i, quoi. On a dans le conflit au Moyen-Orient, on a une armée belligérante qui félicite BFM TV et qui dit bravo pour votre couverture. J'ai dit ça, c'est de l'anti-journalisme, ce n'est pas possible. La charte de Munich nous empêche de prendre parti quand on est journaliste. Sauf bien sûr, enfin je veux dire, ce qui est dingue, c'est que des journalistes israéliens prennent moins parti que BFM. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que Haaretz, c'est un meilleur média que BFM. Haaretz, ils ont pas paumé la charte de Munich, ils se rappellent comment on fait du journalisme encore. Mais d'un côté, on laisse passer ça à BFM, c'est pas tant le côté d'ailleurs de ce favoritisme en particulier, mais c'est vraiment le côté, c'est une trahison de la charte de Munich. Et de l'autre, on va dire que certains journalistes sont soi-disant pro-russes, alors que j'ai jamais vu de près ou de loin les Russes féliciter Régis Le Sommier. Bon, je voulais quand même remettre les barres sur les T et les points sur les I en ce qui concerne ce sujet, c'est-à-dire quel que soit si vous voulez faire du journalisme citoyen, quelles que soient vos aspirations, vous devez respecter les faits, vous devez respecter le droit du public à être informé. Et Haaretz le fait mieux que BFM TV. Et clairement, Omerta le fait mieux que BFM TV. Alors, ceci étant dit, tu es venu, je pense aussi peut-être pour couvrir après le sommet des BRICS à Kazan, parce que c'est tellement difficile de rentrer en Russie que j'imagine que tu vas pas en ressortir avant d'aller à Kazan, ou c'est pas prévu.
Oui, c'est prévu. Après, un tournage ne se passe jamais comme prévu. C'est-à-dire que tu planifies 15 jours, ça peut durer 3 semaines, voire un mois. Donc, il faut être souple. Mais dans l'idéal, oui, effectivement, il est prévu de couvrir le sommet des BRICS, oui. Où on vient d'apprendre que l'Arabie Saoudite ne se rendra pas pour l'instant. Alors ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait l'objet de spéculations. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'y rendra pas. Cela dit, c'est la crème de la crème des chefs d'État des BRICS qui vont s'y rendre, et les BRICS s'étendent considérablement. Donc, toi, ton objectif journalistique, bien sûr, c'est de couvrir la situation dans la poche de Souja dans l'oblast de Koursk. Qu'est-ce que tu peux nous dire en l'état, nous transmettre comme information sur ce sujet pour l'instant? Bah, déjà, il y a différentes théories qui circulent. Il y en a une qui dit que les Russes auraient laissé entrer les Ukrainiens pour pouvoir les détruire, etc. Bon, ça, je dis pas que c'est impossible, mais ce qu'on sent quand même en parlant ici, puisque les Russes, contrairement à ce qu'on croit, parlent assez librement du sujet et de ce qu'ils pensent de leurs états d'âme, y compris les militaires. Et donc, ce qu'on sent quand même, c'est que les gens ont été surpris qu'il y ait une offensive qui dure en fait, puisqu'à la limite, un coup de force entrer pour ressortir ensuite, une opération un commando était possible, mais que les Ukrainiens puissent s'installer dans la durée, ça personne n'y avait pensé. Et donc, bon, la guerre est dans toutes les têtes ici à Koursk, notamment parce que en 1943, eh bien, il y a eu la plus grande bataille de chars de l'histoire qui a scellé une partie du sort de l'armée allemande. Donc la guerre résonne ici particulièrement fort. Mais non, les gens ont été un peu pris de court et les Russes ont dû éteindre l'incendie en catastrophe, ce qu'ils ont réussi à faire, puisque je pense que l'objectif des Ukrainiens était de pousser un peu plus, notamment en direction de la centrale nucléaire. Donc, les Russes n'ont pas, à mon sens, les Russes avaient un dispositif défensif qui n'était pas à la hauteur des menaces. Ce De qu'on toute a vu côté évidence, ouais. ukrainien, du côté de Volchansk, mais ils ont quand même réussi à stabiliser la situation et puis là à reprendre un peu l'initiative et commencer à mettre les Ukrainiens sous pression et même à réaliser quelques gains territoriaux là, durant les dernières 72 heures qui sont quand même assez significatifs. Ouais, on peut rappeler le contexte. Donc, c'était essentiellement des gardes frontières et des troupes du FSB, donc un mélange entre la gendarmerie et les renseignements généraux pour simplifier, mais l'équivalent du FBI pour la Russie. Et donc, c'est ces troupes du FSB qui ont subi l'attaque en premier, plus du garde frontières et des détachements logistiques. Cela dit, jamais les Ukrainiens n'ont réussi à prendre Koronevo, ce qui est quand même inattendu, parce qu'on voyait que leurs objectifs étaient d'aller jusqu'à la rivière Sem, si je me trompe pas, et d'acculer les Russes à la rivière. Mais là, quand tu dis, je vais pas forcément prendre parti, mais c'est vrai il semble bien quand même consensuel que les Russes n'ont pas laissé faire, en effet, qu'ils ne l'ont pas vu venir, ou en tout cas trop tard. Par contre, ce qui est aussi étonnant, c'est la quantité de moyens mis en face par les Russes. Je crois on n'a même jamais atteint les 5 brigades déployées par les Russes sur tout le secteur, et peut-être moins au final. Peut-être plutôt 3 brigades ou 4 brigades. Tu as plus d'informations que moi, mais de ce que je sais, c'est donc essentiellement les troupes de marine, les Morskaya Pekota, qui ont été déployées pour le gros des assauts. Et en termes de quantité de personnel sur la poche de Souja, c'est pas énorme, quoi. C'est ça le contraste entre l'opération de course pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui, comme tu le rappelais, a été la plus grande, si ce n'est une des plus grandes batailles de chars au monde. Et là, on est quand même sur des escarmouches en termes de personnel mobilisé, quoi. Oui, alors effectivement, le problème initial, c'est la protection de la frontière
qui était donc confié au FSB. Dans le FSB regroupe plusieurs départements, plusieurs unités, dont le corps des gardes frontières. Mais le corps des gardes frontières, c'est aussi bien les gens que tu trouvais le long de la frontière au sud de Soudzha que les gens qui contrôlent ton passeport quand tu arrives à l'aéroport à Moscou. Donc c'est pas une unité en fait qui est faite pour la défense, une défense très très opérationnelle et pour contenir des unités qui sont lourdement armées, équipées et bien formées. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie question en Russie. Bon, mais même si les Russes regardent devant, hein, mais c'est une vraie question en Russie. C'est comment est-ce que cette frontière a été aussi peu protégée. C'était la même problématique côté ukrainien. J'en ai parlé il y a un instant. Mais c'est vrai que il y a quand même un débat qui remonte en fait à Prigojine, c'est-à-dire l'efficacité du ministère de la Défense russe, efficacité, enfin, je pense qui à un moment a été problématique, et je pense que les réformes et le remplacement de Shoigu par Belousov font suite à une prise de conscience de Vladimir Poutine que pour que l'armée soit plus efficace sur le terrain, il fallait qu'il y ait un certain nombre de changements qui soient impulsés. Et depuis, d'ailleurs, c'est sur tous les médias russes, hein, il y a une trentaine d'officiers supérieurs, d'officiers généraux en particulier, qui ont été arrêtés ou mis en retraite parce que il y a des problématiques de corruption. Et donc, c'est vrai que les opérations russes se déroulant à Volchansk et la frontière avec l'Ukraine étant quand même immense, il est difficilement compréhensible qu'il n'y ait pas eu plus de forces, plus de lignes de défense qui étaient préparées. Voilà. Bon, ça, les Russes y pensent, ils en parlent. Ceci étant, ils sont concentrés sur l'urgence, et même s'il peut y avoir des débats, en fait, ce qui ressort toujours de difficultés en Russie, c'est que il y a une unité qui se fait face à l'adversité. Donc là, les Russes sont concentrés pour bouter les Ukrainiens au-delà de la frontière. Et donc, voilà. Alors, sur les unités, tu en parlais, il y a effectivement des unités de l'armée régulière. Il y a aussi beaucoup d'unités de volontaires qui ont été soit renforcées, soit amenées du Donbass, et qui aujourd'hui sont en première ligne. Il n'y a pas de. En fait, les Russes ont constitué une armée assez hétéroclite, c'est-à-dire que tu as des professionnels et puis des anciens professionnels ou des nouveaux professionnels, des gens qui se sont engagés, qui à l'issue d'une formation de 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien se retrouvent à se battre comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'ils sont. Moi, je suis étonné. Depuis qu'on fait ce tournage, j'ai vu pas mal de soldats russes. J'en ai vu un peu de toutes conditions physiques. Là, je dois dire que ce qui est vraiment frappant, c'est que les gens les engagés, les volontaires qu'on voit, beaucoup ont en dessous de 30 ans et sont vraiment en très bonnes conditions physiques. Et ils sont très bien préparés, très très bien préparés. Ça, c'est vraiment frappant. Et on en a vu des dizaines et des dizaines sur plusieurs jours. On sent qu'ils veulent en découdre et que la symbolique de l'offensive ukrainienne sur Koursk et je dirais a créé une espèce de motivation supplémentaire et qu'on voit quoi. Les Russes veulent en découdre et voilà, ils sont sur la brèche. Que je voulais en effet ta réaction ou ta confirmation. C'est vrai que beaucoup de sources dans les BRICS disent que cette attaque a non seulement galvanisé les Russes, remonté leur morale, etc., les a fédérés, a augmenté le nombre d'enrôlements dans l'armée. On voit que Poutine a dépassé maintenant le 1 million de soldats dans l'armée de toute la Fédération de Russie.
Bien sûr active réserve comprise, mais c'est quand même un chiffre important quand nous on est à peine à 76 000 en France et à l'échelle de toute l'Europe, pas 1 million en tout cas. Et surtout, ce que disaient les différentes sources qu'on peut voir dans les médias des BRICS, je pense au Hindustani Times ou aux informations indiennes aussi, c'est que en effet, ça a permis d'assainir la structure lourde de l'armée russe, qui était donc critiquée par Prigojine, bien sûr, en son temps, comme indécisive, inefficace, parfois bornée, et qu'aujourd'hui, entre les généraux qui ont pu être limogés par Poutine et cette galvanisation d'ordre général, plus bien sûr les audits, parce que dans toutes les armées de l'ex-URSS, on a toujours des problèmes d'audit comptable, c'est-à-dire, on l'avait vu dans le cas ukrainien, où de l'argent qui était normalement destiné aux fortifications dans le Donbass et à Kharkov, dans le secteur de Kharkov, avait été complètement détourné. Et ça avait fait même la une des journaux ukrainiens, qui étaient pour les quelques qui étaient encore libres. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue, quand les BRICS déclarent que en fait, à l'échelle de la grande stratégie, cette offensive à Soudzha, à Koursk, a en fait considérablement renforcé l'armée russe, aussi bien structurellement que psychologiquement? Alors, je dirais que l'armée russe, c'est vrai, mais elle se renforce en fait depuis pas mal de temps. Cet après-midi, j'ai visité un cimetière à Koursk, enfin un monument de la Seconde Guerre mondiale. Et à côté de ce monument, il y a un espace qui a été dédié à un certain nombre de morts de cette guerre. Et tu sais, la plupart des tombes portent le nom de personnes qui sont tombées en 2022. La période la plus dure pour les Russes, c'est 2022, parce qu'en fait, le plan initial échoue et ils doivent s'adapter dans l'urgence à une guerre dont la durée et l'intensité n'avaient pas été prévues. Ce que disent beaucoup les Russes, c'est que sans le soutien occidental, l'armée ukrainienne serait tombée depuis déjà longtemps. Ce qui veut dire aussi que les Russes n'avaient pas forcément anticipé la quantité et la diversité des matériels qui seraient fournis à l'armée ukrainienne. Ça a changé beaucoup de choses pour eux. Ils ont dû faire appel à des volontaires pour ne pas épuiser l'armée professionnelle, ce qui veut dire que en fait, l'armée professionnelle est engagée, mais je dirais au moins 30% des unités qui combattent ou qui sont enrôlés dans les services logistiques proviennent de volontaires, ce qui a permis de faire appel à d'anciens militaires, aussi à des ressources, diverses ressources, des gens qui avaient une activité en civil, des prisonniers, enfin tout un tas de gens. Et puis à l'épreuve de cette guerre qui est inédite, puisque l'intensité d'une guerre comme celle qu'on connaît, eh bien, il y en a pas eu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, les Russes, comme ils savent le faire, après un temps d'attente et aussi d'encaissement, eh bien, se sont adaptés à cette guerre. Et notamment une des spécificités qui a vu le jour, c'est l'utilisation en très très grande quantité de drones. Et donc là-dessus, ils sont devenus aussi, avec les Ukrainiens, vraiment des experts de la guerre moderne. En fait, je crois qu'il n'y a aucune armée occidentale qui aujourd'hui serait capable de rivaliser avec l'armée russe, que ce soit sur la tactique, mais aussi sur les moyens qui sont mis à la disposition des soldats pour se battre. Ça, c'est vraiment sans aucune commune mesure. Mmh. Oui, on dit clairement que les drones sont les nouveaux blindés, quoi. Et la France a donc déployé le régiment, parce qu'on c'est quand même un régiment de chasse Normandie-Niemen, comme droniste. Alors c'est quand même aussi très très symbolique, c'est-à-dire que Normandie-Niemen, dans la Deuxième Guerre mondiale, se battait dans le camp des Alliés contre les nazis. Et aujourd'hui, Normandie-Niemen se bat dans le camp de ce qu'il faut bien qualifier d'ukro-nazi. Tous les Ukrainiens ne sont pas pro-nazis, évidemment, mais il existe de réels leaders qui assument complètement leur sympathie pour l'idéologie nazie en Ukraine. Et même sur BFM ou LCI, on en a eu des marques. Tu te rappelles de ce cas, je crois que c'était sur LCI,
où on voit un type se balader avec un casque SS et la rédaction est médusée parce qu'eux, ils découvrent, bon, ce sont des journalistes, mais ils découvrent. Et là, ils se disent, bon, on aurait mieux fait de pas montrer cette image au lieu de remettre en question tout le narratif, bien sûr, de dire, bah oui, écoutez, on vous a menti, on vous a dit que les ukronazis étaient une théorie du complot russe. Non, en fait, ça existe bien. Et là, on a quand même le régiment de Normandie-Niemen qui se bat dans le camp ukrainien. Avec des drones, donc. Alors, c'est vrai que on ne sait pas si l'armée française a tiré toutes les leçons, parce que on peut toujours envoyer des observateurs dans une guerre. La France l'a fait de nombreuses fois pendant la guerre de Crimée, justement sous Napoléon III, mais aussi dans la guerre de sécession. Et puis, on voit que les leçons à l'époque n'avaient pas été acquises. Alors, on peut quand même légitimement se demander si les leçons de la guerre des drones, et tu vas nous en parler bien sûr davantage après avec ton retour de terrain, ont bien été comprises par l'armée française, selon toi. Je pense que l'armée française observe ce qui se fait ici, mais il y a une dimension en fait qui est difficilement perceptible par des extérieurs. C'est en fait cette guerre du quotidien, c'est-à-dire que beaucoup de ce qui est mis en place, que ce soit en défensive comme en offensive, ça relève du bricolage en fait. C'est-à-dire que les deux côtés s'observent, les deux parties s'observent, et dès qu'il y a une innovation ou une manière de procéder qui est différente, qui est nouvelle, la partie adverse observe et s'adapte, et ça peut être sur le réglage des fréquences pour les brouilleurs anti-drones, le réglage des fréquences pour les drones. En fait, les uns et les autres alternent systématiquement, donc d'une semaine sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, ils peuvent changer de fréquence, ce qui veut dire que les brouilleurs que tu peux avoir sur les voitures, eh bien, ne sont plus efficaces parce qu'ils sont plus sur les bonnes fréquences. Donc, c'est un peu, comment dire, c'est très dynamique en fait. Et cette guerre, elle évolue un peu tous les jours, y compris sur, pas seulement sur le front et les offensives, mais aussi sur des choses sur des détails techniques en fait qui ont leur importance. Et les deux sont à la pointe. Du point de vue occidental, du point de vue français, je pense que ce qui serait le plus difficile à appréhender, c'est que même si on a des officiers qui sont compétents et qui sont brillants, c'est en fait être capable de faire la guerre avec dans des conditions difficiles et avec en fait un mental qu'on n'a plus tellement en Occident, c'est-à-dire être capable de regarder la mort en face. Tu te souviens, l'armée française, une des tragédies de l'armée française récente, c'est la bataille d'Uzbin contre des talibans. Il y a 10 Français qui sont morts. Il y a eu l'hommage aux invalides, etc. Il y a eu une très belle cérémonie. Et c'était un hommage national. Mais ici, en fait, 10 morts, ça peut se jouer en une demi-journée sur 200 mètres. Donc, et ça, si tu veux, et c'est vrai aussi côté ukrainien, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le mental de guerrier. En fait, ils ont conservé ce mental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que le communisme a permis de préserver certaines valeurs morales, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils regardent la mort en face, et s'il faut mourir, en fait, ils sont prêts à l'accepter. Ce qui joue aussi, évidemment, c'est la spiritualité, c'est-à-dire que ce soit des Slaves orthodoxes ou des Tchétchènes ou des Ossètes ou des Abkhazes ou des Tatars, comme la plupart, c'est-à-dire 95% sont croyants, en fait, je dirais qu'ils acceptent plus facilement l'idée de mourir, et ils ont conservé aussi un esprit de camaraderie très fort, ce qui veut dire qu'ils sont très solidaires, et ils vivent cette guerre, je pense, comme une aventure historique, et une trace laissée à leurs enfants et leurs petits-enfants dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment très fort. L'aspect psychologique et moral de cette guerre, et j'en doute pas aussi côté ukrainien, est extrêmement fort. Oui, il y a le côté qu'on se bat pour la civilisation dans les deux cas. Et ce que tu nous disais réillustrait très bien le fameux aphorisme « Il n'y a pas d'athée dans une tranchée » de l'aumônier William Thomas Cummings.
qui est devenu un aphorisme très connu. En effet, dans une tranchée avec l'artillerie russe qui aujourd'hui a un ratio de 9-1 aux dernières nouvelles, si tu as des nouvelles plus récentes, n'hésite pas, et les drones, en effet, la mort est omniprésente. Et puis surtout, on a vu des contre-offensives où les soldats évoluaient sur des terrains où les cadavres n'avaient pas pu être récupérés, où les corps des soldats des précédentes batailles n'avaient pas pu être récupérés. Et 3 ou 4 mois plus tard, avec des scènes apocalyptiques de bras décharnés qui sortaient du sol. Certes, c'est pas comme pendant la Première Guerre mondiale en termes de nombre, où là, on pouvait avoir des centaines de milliers de morts en une semaine. Mais on voit en effet que c'est une intensité supérieure à l'Afghanistan, très clairement. Et c'est aussi, disons que l'Afghanistan, les leçons de l'Afghanistan avaient essentiellement été de faire revenir les armes à plus longue portée, de peut-être passer sur des calibres plus épais que le 5,56. Une des réflexions de l'Afghanistan avait été celle-là, fournir des fusils DMR et des postes de DMR designated marksman, donc en gros tireurs de précision dans chaque peloton, parce que justement on s'était préparé à du combat urbain plutôt que du combat en montagne avec des engagements à 800 mètres pour lesquels le 5,56 est inutile. Et là, c'était peut-être une leçon d'Afghanistan, mais on a l'impression que pour l'Ukraine, c'est vraiment par pack de 12 les leçons, quoi. Que ce soit donc les javelines, ensuite le brouillage dont tu as parlé, les Russes qui ont déployé des drones avec des fibres optiques et qui peuvent donc déjà résister au brouillage, ce que nous n'avons pas. Et puis les Russes qui commencent aussi à utiliser des drones à plus grande échelle avec leurs chasseurs, notamment avec leurs chasseurs bombardiers, là notamment le S-70 qui a été pris en Ukraine et qui s'est écrasé en Ukraine. Donc on a vraiment l'impression que malgré le fait que cette guerre stagne, elle est très intense en leçons, quoi. Que tous les 6 mois, il y a des leçons tactiques opérationnelles qui nous arrivent dessus. Oui, tu sais, j'ai couvert la bataille de Mariupol à l'époque, donc je donnais un coup de main à TF1. Et cette bataille de Mariupol, elle est totalement différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait quasiment pas de drones. Les seuls drones qu'il y avait, c'était des drones d'observation. Ce qui fait qu'il y avait des mouvements assez intenses, des mouvements de troupes, je dirais assez classiques. Et aujourd'hui, la guerre est totalement différente des deux côtés, puisque tu as l'apparition des drones FPV, c'est-à-dire des drones vraiment bon marché qui permettent, qui sont soit en version kamikaze, soit en version pour larguer des grenades ou différents engins explosifs. Et ça, que ce sont des drones qu'on peut se procurer dans le commerce et qui sont rebidouillés par la suite. Mais les FPV, c'est vraiment du drone commercial, quoi. C'est du drone commercial qui est systématiquement en fait arrangé, préparé avant d'être employé. Soit ils servent en drone d'observation classique, ça c'est pour les plus onéreux, ceux qui sont dotés de caméras de meilleure qualité. Sinon c'est du FPV chinois, c'est-à-dire que la caméra est assez basique, il est fait pour emporter une charge ou pour être employé comme drone kamikaze. Mais aujourd'hui, l'intensité de l'emploi des drones des deux côtés est absolument monumentale, ce qui a considérablement fait évoluer les conditions d'évolution des unités, que ce soit des unités blindées ou des unités d'infanterie ou des unités logistiques, puisque aujourd'hui, le seigneur de la guerre, c'est le drone, et tout le monde, quelle que soit l'unité et la fonction dans laquelle il sert, eh bien, est obligé de s'adapter à ces petits drones. Au début de la guerre, les Ukrainiens employaient des Bayraktar turcs dont ils ont arrêté l'emploi. Et aujourd'hui, c'est vraiment ces petits drones pas chers, ou alors ce qu'ils appellent le Baba Yaga. Le Baba Yaga, c'est un drone qui est beaucoup plus volumineux et qui lui permet l'emport de charges et d'obus de 152 mm, donc vraiment des charges très très importantes, et qui aussi sont employées pour la destruction d'engins blindés ou de fortifications. Oui, Baba Yaga, on rappelle donc la sorcière, en français on dirait le père Fouettard, et en effet un obus de 152 qui était d'ailleurs des munitions de plus en plus rares, comme tu le rapportais avec Régis Le Sommier chez Omerta, dont les Russes ont pu s'en procurer d'énormes stocks parce qu'ils ont les Coréens du Nord. On va reparler des Coréens du Nord parce que ils viennent d'envoyer des troupes logistiques en
en Ukraine. Ça aussi, d'ailleurs, c'est ce que Alexandre Robert de la chaîne History Legends avait prévu. Il dit voilà, si les Coréens envoient des gens, ça va être très essentiellement du soutien logistique, mais pas des gens qui vont aller se battre sur le front, où ce sera une minorité pour le symbole, mais ce sera pas significatif sur le terrain, comme on l'avait vu d'ailleurs avec certains volontaires chinois qui s'étaient engagés sans passer bien sûr par les canaux officiels chinois, puisque la Chine n'est pas en guerre. Mais on a plein de vidéos qui nous sont parvenues sur l'usage de ces drones comme type Baba Yaga, parce qu'encore une fois, ça peut être plein de drones différents du moment qu'ils peuvent emporter un 152 mm, puis vu qu'ils sont assemblés pas très loin du front, un peu en mode bricolage, il y a une grande variabilité. Mais on voit donc aussi l'amélioration des pilotes. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde civil des drones fait froid dans le dos, comme tu le sais aujourd'hui. Elon Musk a annoncé davantage encore son Android, son robot domestique, l'Optimus Prime, et on voit très bien que ce genre de choses va porter un fusil d'assaut tôt ou tard. Mais il a annoncé bien sûr aussi le full self-driving, qui est le grand sujet pour Tesla, donc les robots taxis, etc. Et de l'autre côté chinois, tu as vu certainement aussi toutes ces vidéos d'immenses nuées de drones pour les apparats civils, pour remplacer les feux d'artifice, parce que les Chinois craignent aujourd'hui les feux d'artifice, notamment avec le terrorisme dans le Xinjiang, etc. Donc ils préfèrent volontiers remplacer les feux d'artifice par des spectacles de drones. Ce niveau de coordination des drones, le niveau d'excellence qu'on a dans le pilotage de drones civils, il semblerait qu'on ne l'a pas encore vu arriver dans le monde militaire, même à Souja. Oui, alors les drones aujourd'hui, donc ils sont omniprésents, mais il y a des unités qui sont spécialisées au sein de chaque brigade, de chaque bataillon. Il y a un département, il y a une unité spécialisée sur les drones, et donc si tu veux, ils confectionnent, ils préparent eux-mêmes leurs drones, donc ils les reçoivent bruts et ils les adaptent. Ils font des réglages, ils décident eux-mêmes des charges qu'ils vont porter. Il y a des drones qui sont faits pour la destruction de fortifications, d'autres qui sont préparés en drones kamikazes pour des engins blindés ou des unités d'infanterie. Donc chaque unité est un peu responsable de la manière dont elle va employer ces drones. Il y a aussi beaucoup tu le disais, il y a l'emploi aussi beaucoup de robots, alors de petits robots, par exemple chenillés, qui sont dotés de caméras, donc qui permettent de l'observation, ou qui sont transformés aussi en robots kamikazes. Ça aussi, alors moins que les drones parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et puis c'est moins facile à utiliser parce que le terrain étant ce qu'il est. Même un robot chenillé, en fait, on prend le risque de pouvoir qu'il soit immobilisé sur un versant de terrain, par une branche, par des pierres, etc. Donc, c'est utilisé, mais avec parcimonie, et de toute façon, ils en ont des deux côtés assez peu. Mais le drone, c'est vraiment comme l'AKM, comme le fusil d'assaut, quoi. Maintenant, c'est complètement intégré dans l'observation, le renseignement, mais aussi le combat, des deux côtés. Voilà, ça fait. Ce qui veut dire aussi que, tu sais, on a demandé aux dronistes des unités qu'on rencontre comment ils font pour s'adapter et qu'est-ce que ça a changé un peu. Et eux le prennent avec beaucoup de philosophie, c'est-à-dire ils répondent, tu sais, dans une guerre, il y a toujours des changements. Il faut en permanence s'adapter. Donc, en fait, le drone leur fait absolument pas peur. Et alors, quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour lutter contre les drones, ils ont recours à une pratique assez traditionnelle. C'est tout simplement le fusil de chasse, le calibre 12 de grand-père, tu vois. Parce qu'en fait, ça projette des centaines de plombs, et c'est ce qui est le plus efficace contre un drone. En fait, abattre un drone pour les armées ukrainiennes et russes, c'est comme aller à la chasse et tirer un canard, tu vois. Donc, c'est du ball trap, on a vu, c'est exactement ça. C'est du ball trap, et hier, un des soldats nous a montré un fusil de chasse qui datait de 1937, un fusil à un coup,
et qu'il emporte dans son camion pour pouvoir éventuellement abattre un drone si besoin. Voilà, donc Je me rappelle la phrase de Charles de Gaulle. Quand on lui avait dit deux chasseurs qui étaient à Colombelles et deux églises, ils croisaient deux chasseurs, ils disaient, vous savez, nous on aime la chasse, après tout c'est comme la guerre, et de Gaulle leur avait répondu, à la différence près qu'à la guerre les lapins ont des fusils. Et là pour le coup c'est du ball-trap, mais le drone peut te flinguer si tu rates, quoi. Il peut te mettre une charge de Semtex dans la tronche. Oui, alors il y a trois, en fait il y a très peu de morts par tir direct, donc avec des fusils d'assaut. Les trois causes de décès, c'est l'artillerie, et on peut difficilement, peut-être l'artillerie un peu au-dessus, mais en gros, c'est l'artillerie, les drones et les engins piégés et les mines. Et cet après-midi, on a suivi une unité qui faisait un cours de minage-déminage, et ils utilisent des différents types de mines soviétiques et qui font des ravages, parce qu'en fait, elles sont présentes des deux côtés, et en fait, c'est un des éléments qui décime le plus les armées des deux côtés aussi, c'est les mines, quoi. Bah en fait, on sait notamment, il y a une personne qui est très connue là-dedans et qui s'est engagée en Ukraine, côté ukrainien. C'est l'auteur et ancien militaire allemand Roland Barteshko, qui est auteur d'un excellent ouvrage de référence sur la vie de soldats dans les Balkans, mais qui est viscéralement, fondamentalement anti-russe. Un peu comme certains de nos colonels de plateau, mais pour des raisons qui sont liées à la guerre de Yougoslavie, puisque dans cette guerre, ça a créé des vocations anti-russes très fortes et que la CIA a su employer. Et Roland Barteshko, donc qui est d'ailleurs avocat maintenant, c'est pas un BHL, qui a vraiment qui s'est battu en Yougoslavie dans le camp croate et en Albanie pour le Kosovo. Était un spécialiste des booby traps. D'ailleurs, il est tombé, il a fait, je crois, 10 ans de prison ou 7 ans de prison pour avoir posé des booby traps après l'armistice, après la fin de la guerre. Donc, ça lui a valu de faire un séjour au placard. Et les Serbes sont pas totalement ses amis, comme tu l'imagines bien, mais il s'est rendu en Ukraine sous couvert, certes, de fournitures humanitaires et d'amener des soldats également et des moyens, mais en réalité aussi pour former les Ukrainiens au piégeage, au déminage. On voit bien que là, tu l'as parfaitement rappelé, donc 3 premières causes de décès, de mortalité antipersonnelle pour le bifin de base pour l'infanterie. L'artillerie, c'est toujours comme ça depuis que l'artillerie existe. En tout cas, pas seulement pour les défenses pour les châteaux, quoi, pour les murailles, mais depuis que l'artillerie antipersonnelle existe, c'est toujours elle qui fait le plus de morts dans une guerre, et ça n'a pas changé. Les drones et en effet les mines, etc. Mais alors, maintenant que tu as posé ce décor-là, on peut quand même se poser légitimement la question et beaucoup l'ont posé aussi, comme le colonel Beau, de l'intérêt de l'opération de Souja. Parce qu'on sait depuis le début, et pareil pour le colonel Carès, qu'en parle très bien, Hervé Carès, que je salue, et Sylvain Ferreira, qui est intervenu aussi sur ma chaîne. Depuis le début, on a compris, en tout cas au moins depuis 18 mois, voire 2 ans, que c'est une guerre où dès qu'on pointe le bout de son nez en dehors d'une tranchée, en dehors d'une zone fortifiée, protégée, on se fait aligner dès qu'on est en terrain découvert par les mines qui ont été posées, ou par l'artillerie, et on voit bien que les Russes aussi utilisent maintenant des bombes thermobariques, etc. Donc là, ça rigole plus, en effet, on n'est pas sur un obus de 152 classique. Quel est l'intérêt d'exposer pour les Ukrainiens autant de brigades, au moins 4 ou 5 maintenant, pour cet objectif-là? Alors, ce qui est sûr, c'est que bien qu'ayant rapatrié des troupes dans l'urgence pour bloquer les Ukrainiens et stabiliser le front et empêcher leur progression, je l'ai dit, il y a des unités qui ont été transférées de l'est de l'Ukraine à la région de Koursk. En fait, ça n'a pas ralenti les opérations dans l'est de l'Ukraine sur la ligne du Donbass. Donc, si les Ukrainiens avaient pour objectif voilà, déjà ça c'est loupé. Ensuite, moi je crois qu'il y a puisque le terrain qu'ils ont pris en fait, c'est essentiellement des villages avec quelques dizaines de maisons, donc ça n'a aucun intérêt
Ça n'a aucun intérêt stratégique. Je crois que c'était un coup de communication et un coup politique, en fait. C'était une occasion d'humilier Vladimir Poutine, une occasion aussi de montrer aux partenaires, aux soutiens occidentaux que l'armée ukrainienne était qu'on présente comme à bout de souffle, en manque de munitions, en manque d'armes, démotivée, etc., en manque d'hommes, était capable de faire un coup d'éclat. Le problème, c'est que on voit bien la tournée du président Zelensky en ce moment, avec son premier sponsor, son premier soutien qui est la Grande-Bretagne. Il doit absolument garder ses soutiens occidentaux motivés et prêts à financer et prêts à donner des armes. Et pour ça, il avait besoin d'un coup d'éclat. Le problème, c'est qu'il est un peu le problème pour lui, c'est que cette région, elle est quand même très loin de Kiev et des bases logistiques. Donc là, dans un premier temps, les Russes ont dû parer au plus pressé et gérer les urgences et gérer les choses l'impréparation des défenses. Donc ça leur a demandé un temps d'adaptation. Le problème là, pour les Ukrainiens, c'est que les Russes sont en temps de bataille, ils commencent à pousser. Et côté ukrainien, eh bien, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc là, en 72 heures, ils ont perdu à peu près 70 km², ce qui est quand même pas mal, quoi, parce qu'on dit qu'ils ont pris entre 700 et 1000 km². Donc là, en 3 jours, c'est déjà assez significatif. Les gains de terrain russes sont pas du tout ridicules. Si tu me permets, là, deepstatemap.live nous donne autour de 720 km², mais ça change, même si DeepState, évidemment, étant pro-ukrainien, ne fait pas des mises à jour trop souvent. En effet, DeepState avait culminé à 1100 km² dans ces eaux-là. Mais bon, DeepState étant pro-ukrainien, je veux dire, même quand une reconnaissance en force a posé les pneus sur une route, ça devient du terrain qui est sous contrôle ukrainien pour eux. Et pas mal de commentateurs l'avaient confirmé. Mais là, en effet, on peut être à peu près sûr que ce que DeepState nous présente, c'est du terrain qui est vraiment sous contrôle ukrainien. Et il donnerait autour de 720, 710 aux dernières fois que j'ai vérifié, mais tu peux vérifier aussi. Donc, en effet, ça a pas beaucoup changé, mais ce qu'on sait, et on en parlait quand on préparait cette émission, c'est que les Ukrainiens continuent à renforcer. Donc, il y a quand même un côté, je sais pas jusqu'au dernier, mais ils y tiennent à cette poche, quoi. Oui, c'est le côté peut-être un peu qui est difficilement compréhensible, c'est que ils auraient pu entrer, faire un coup d'éclat, infliger une défaite symbolique à Poutine et à l'armée russe, et ensuite se retirer tranquillement en disant si on avait voulu rester, on aurait pu rester, mais et en fait là, ils prennent le risque tout simplement d'un combat qui peuvent difficilement gagner, parce que j'ai dit autant dans des secteurs comme Pokrovsk, Chassiv Yar, Kramatorsk, Kharkov, c'est des secteurs très urbains, donc c'est très difficile quand on attaque de s'engager dans une bataille urbaine. Mais là, il y a pas Soudja, c'est pas grand chose. Soudja, hein. C'est pas, on n'est pas sur la taille de Pokrovsk ou de Chassiv Yar. Donc, Moins de 100 on 000, voit mal comment on voit mal comment ils peuvent s'accrocher dans des forêts et dans des champs, quoi. Ceci étant, ce que tu dis est vrai, c'est que ils s'accrochent, ils ont creusé des tranchées, ils ont creusé des abris, et ils vont tout faire pour rester là où ils sont. Donc c'est difficilement compréhensible. Après, peut-être que la logique de cette offensive est de s'accrocher à l'endroit où ils sont, elle appartient à Zelensky, et peut-être que la logique est uniquement politique, et que le jour où les Ukrainiens vont commencer à vraiment reculer, peut-être que Zelensky se servira de ça comme un argument pour se faire livrer d'autres avions, un nouveau type de bombe, etc. Voilà. Je dirais tout est possible. C'est quand même un très fin communicant. Il sait parfaitement parler aux Occidentaux, il sait parfaitement mettre la pression, il sait parfaitement aussi, quand il faut, faire du chantage, convaincre. Et donc, peut-être que tout ça, de son côté, est assez réfléchi et est assez logique, finalement. Mais justement, on a l'impression, pour paraphraser Marx, que l'histoire se répète comme une farce. Parce que l'entêtement d'Adolf Hitler à Stalingrad avait mené à l'encerclement de la ville, alors que tous ses généraux lui recommandaient bien sûr de l'évacuer avant qu'il soit trop tard.
Et là, bien sûr, toute proportion gardée, rien d'aussi épique. C'est Souja, c'est pas Stalingrad. En effet, 5000 habitants avant l'attaque. Mais la chose qui semble très risquée, c'est un encerclement, parce que s'enterrer, c'est une bonne chose quand on veut tenir, en effet, mais ça réduit la mobilité et ça permet à l'adversaire d'encercler. Or, les Russes sont des spécialistes des doubles encerclements. Enfin, ils ont fait ça systématiquement. C'est ce que rappelle très bien Sylvain Ferreira. Autant les Américains ont toujours échoué quand ils ont voulu réduire des poches comme la poche de Falaise en 44. Autant les Russes, justement en 44, étaient devenus les grands spécialistes de l'encerclement. Et pour eux, il n'y a rien de plus classe encore aujourd'hui dans leur leadership militaire que d'encercler un ennemi retranché. Et est-ce que c'est pas ça le risque aujourd'hui, quoi? Oui, ce que disent les Russes, mais on peut le vérifier sur différentes sources, c'est que qui sont pas russes, c'est que les Ukrainiens, alors c'est pas vrai à Souja, mais par exemple dans l'est de l'Ukraine, sur la ligne de fortification à laquelle s'attaquent les Russes depuis maintenant plus de 2 ans, ce sont des fortifications qui ont été construites sur plusieurs lignes de défense, sur plusieurs étages, et qui sont extrêmement bien conçues, qui sont extrêmement bien équipées, et donc qui sont très difficilement prenables par les Russes. La seule manière pour les Russes de prendre ces places fortes, c'est de les contourner. Et donc, pour les contourner, puisqu'il y a toujours un dispositif un peu plus faible, les Ukrainiens peuvent pas, c'est vrai pour toutes les armées du monde, pour toutes les guerres du monde, on ne peut pas faire une ligne continue sur plusieurs centaines de kilomètres avec des points des fortifications de qualité et de quantité égale sur toute la ligne de front. C'est pas possible. Donc, la seule manière pour les Russes de pouvoir faire sauter ces places fortes, c'est de les contourner et de trouver le point faible dans le dispositif de la ligne de défense. Mais évidemment, pour ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Les Russes, contrairement à ce qui est raconté dans un certain nombre de grands médias, ne font pas de vagues humaines irréfléchies sur les positions ukrainiennes en avançant, en courant dans les champs à l'assaut, comme dans les films de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas du tout ça. Ils ont appris à faire l'économie des moyens employés. Au début de la guerre, les gens, ça nous a souvent été raconté, les artilleurs russes tiraient un peu de manière inconsidérée, c'est-à-dire que là où il aurait fallu peut-être 2 ou 3 obus, ils en tiraient 10. Bon, ils sont eux aussi rentrés dans la logique d'une guerre qui dure et dans laquelle il faut faire attention aux moyens qui sont employés. Donc, les Russes prennent tout ça très au sérieux. Je crois qu'ils ont dans cette partie est de l'Ukraine qui est très très difficile, ils se sont adaptés et finalement je pense tactiquement ils s'en sortent plutôt bien, puisque c'est qualifié de grignotage, mais en fait c'est pas tellement du grignotage, c'est que les défenses ukrainiennes sautent les unes après les autres. Alors certes, ça prend 6 mois, mais qui ferait mieux que les Russes face à des défenses pareilles? Je pense pas beaucoup d'armées dans le monde. Et pour parler de Souja, là effectivement, c'est un terrain qui est plus propice à la manœuvre parce que les Ukrainiens n'ont pas de fortification comme dans l'est de l'Ukraine. Ceci étant, une des choses qui sauve les Ukrainiens dans la région de Souja et ailleurs aussi, c'est les drones. Parce que bien qu'étant inférieurs numériquement, bien qu'ayant moins d'artillerie, moins de moyens blindés, etc., quand tu es en position de défensive et que tu as à ta disposition des centaines ou des milliers de drones, eh bien, tu attends les blindés ou les unités adverses qui passent à l'offensive et qui essaient de te déloger avec au fond de ta tranchée ou au fond de ton blocos avec des petits drones qui sont capables de neutraliser, pour les drones kamikazes, un blindé ou une section d'infanterie. Donc, c'est ce qui permet aux Ukrainiens de ralentir en fait la progression russe. Mais à Souja, il n'y a pas d'espace urbain qui permet de s'accrocher comme à Mariupol ou comme à plus vite logiquement évidemment que dans d'autres secteurs. On a une petite rupture d'internet, mais t'es de retour. Merci. Ça, c'est les joies de la connexion à travers
entre l'Europe et la Russie. Mais oui, bon, c'était très clair. Tu as parlé de blocos, évidemment, dans le cas de Souja, il n'y en a pas, puisqu'aucun n'a pu être construit dans un délai aussi court. Mais en effet, cette position défensive sied aux Ukrainiens, mais elle n'empêche pas le risque d'être encerclé, puisque, comme tu le rappelais, un des objectifs de cette offensive, de cette incursion, c'était normalement d'obliger les Russes à désarmer un petit peu le front de l'Est et à récupérer quelques brigades pour les envoyer là-bas. Ça n'a pas été le cas. Les Russes ont pris entre-temps Vuhledar, Toretsk, ont forcé les Ukrainiens à vider Pokrovsk, ce qui fait qu'aujourd'hui, Pokrovsk ne peut plus déjà être utilisé comme nœud logistique par les Ukrainiens. Et les Russes, comme d'habitude, prendront tout leur temps pour prendre Pokrovsk à proprement parler. Ils sont en train de percer aussi au sud de Kharkov. Donc, de ce point de vue-là, c'est un énorme échec. On rappelle, bien sûr, que le vrai objectif terrifiant, mais qui a été confirmé par le fait que les Ukrainiens avaient réalisé des deepfakes, ils avaient réalisé des faux parias où la porte-parole du gouvernement russe annonçait qu'elle serait prête, que la Russie serait prête à négocier la centrale d'Energodar contre la centrale de Koursk. Donc, ça a permis de révéler absolument, s'ils ils en ont été à faire ce genre de deepfake, c'est que c'était bien leur objectif. Or, ils ont été, là, c'est pas un pont trop loin comme avec Montgomery et l'opération Market Garden en 44. C'est 50 km trop loin, 60 km trop loin pour menacer la centrale, en supposant qu'ils aient pu la prendre, parce que bon, ils ont menacé Koronevo, qui est beaucoup plus loin et qui est une petite ville, et ils n'ont jamais réussi à la prendre. Alors, est-ce que pour la deuxième partie de l'émission, tu pourrais nous parler un peu plus de ton métier de journalisme, de journaliste là sur place, et puis déjà tu sais, de ce qu'on appelle le pocket litter dans le renseignement, quand on arrête quelqu'un en vide de ses poches, on regarde les tickets de théâtre qu'il a, les trucs comme ça, les détails de la vie de tous les jours, ce qu'on appelle aussi dans le jargon du cinéma le shoe leather, tu sais, les détails de la vie courante. Vu qu'on nous a tellement dit de dingueries sur la Russie, je t'avoue que les détails de la vie courante nous intéressent. Par exemple, tu sais, les nouveaux McDonald's, où est-ce que les Russes mangent, ce qui se dit. Je sais pas ce que tes fixeurs ont pu te dire, par exemple, sur le moral ou ce qui se dit de l'offensive, etc. Tous les petits détails de la vie courante nous intéressent, bien sûr, sans trahir ta position et de secrets professionnels. Je t'avoue que ça nous intéresse au plus haut point. Alors, peut-être un mot sur Moscou. D'abord, il faut dire que Moscou, la vie à Moscou, en fait, n'a quasiment pas changé. Ce qui a changé, c'est un peu d'inflation, il faut être honnête. Les prix ont un peu augmenté. Les voitures françaises ou allemandes ont été remplacées par les voitures chinoises. Mais sinon, Moscou, qui est quand même une ville de 12 millions d'habitants, est toujours aussi dynamique et la vie est tout à fait normale. Ceci étant, pardonne-moi, est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de la nourriture, par exemple, les enseignes? C'est vrai que beaucoup en parlaient. Il y a notamment des magasins européens qui continuent à vendre leurs vêtements, mais de façon déguisée, en réétiquetant les trucs. On avait vu quelques reportages qui parlaient de ça. Et puis, bien sûr, tout le monde posait la question, Starbucks, McDonald's et Apple. Alors, Apple se vend toujours. Il faut dire que pour les marques occidentales, il y a quand même un système d'import parallèle qui a été organisé par les Russes et validé par le pouvoir et qui permet en fait de trouver n'importe quel produit, c'est-à-dire un sac Louis Vuitton, un sac Gucci pour les femmes, le dernier iPhone, ou le dernier MacBook. En fait, tout est disponible. Certaines choses sont un peu plus chères parce que les circuits d'import parallèle, en fait, c'est faire passer les produits qui ne peuvent pas être importés directement par des pays tiers. Donc, en général, c'est Géorgie, Arménie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turquie. Donc, il y a une petite augmentation des prix de l'ordre de 5-10%. Mais en réalité, sauf pour les voitures, où là c'est plus important. Mais en réalité, tout est toujours disponible et quand un Russe a les moyens, comme avant, il peut s'acheter absolument tout ce qu'il veut. Et pour les enseignes alimentaires, la plupart ont en fait été cédées
à des marques russes avec dans les contrats une option de rachat à 5 ans. Ce qui permet donc à ces anciennes étrangères de se retirer, de se mettre à l'abri durant le temps de la guerre, mais d'avoir la possibilité de revenir ensuite. Ce qui, dans le cas de certaines marques, par exemple Renault, puisque Renault est parti de manière assez fracassante de Russie, ils ont vraiment abandonné la Russie. Pardonne-moi de t'interrompre, mais dis-nous en plus, s'il te plaît, sur Renault, parce que, en effet, les médias, là, j'ai vraiment envie de dire poubelle, pardonne-moi, n'ont pas parlé de cette conséquence gravissime à une heure où on continue à nous raconter que Bruno Le Maire voulait mettre à genoux l'économie russe. Renault, c'était quelque chose comme 15 ou 20% de part de marché en Russie, c'est ça? Ça, c'était un succès énorme. Oui, alors Renault, c'était 2 usines. Une usine à Moscou, qui est l'usine historique de Renault, et puis une usine à Togliatti, sur la Volga, où là, en fait, Renault avait racheté une partie du constructeur historique russe Lada. C'était une usine absolument gigantesque. Togliatti, c'est une ville-usine, et Renault avait repris cette usine et fabriqué avec son partenaire russe les nouveaux types de Lada. Et Renault, avec la guerre, a quitté subitement, a vraiment abandonné la Russie. Dans des conditions dans l'urgence, certes, mais aussi avec peu d'égards vis-à-vis de leur partenaire russe. Et donc ça, je pense que pour Renault, ce sera difficilement pardonnable. Parce que c'est pas tellement le fait que les Russes peuvent comprendre que les Français ou les étrangers se retirent de Russie parce qu'il y a la pression politique, il y a la possibilité de sanctions américaines, européennes. Donc ça, ils peuvent le comprendre. Mais c'est beaucoup une question de forme. C'est-à-dire, quand les étrangers ne mettent pas les formes et font preuve de brutalité ou d'une certaine vulgarité dans les affaires, c'est-à-dire qu'on les laisse tomber du jour au lendemain, ça, c'est difficilement pardonnable. Voilà, donc... pour le reste, il y a beaucoup de marques qui sont parties, mais il y a aussi des marques qui reviennent via un associé, via un partenaire russe, via une société russe, sans faire état de leur retour publiquement, officiellement. Et donc, dans le secteur des affaires, je dirais, le secteur des affaires est plus pragmatique que la diplomatie ou la politique. Voilà, donc il y a un peu tous les cas de figure, mais en gros, si tu veux, à Moscou, la vie est absolument normale et on trouve tout ce qu'on veut, quoi.